Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho. On retrouve comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant, également auteur cette semaine d'une chronique dans l'Express. Monsieur le Président, encore un effort pour être révolutionnaire. Grosso modo, vous dites qu'il faut retrouver le profit, réhabiliter les entreprises et attention aux entreprises qui s'appauvrissent. Philippe, c'est un peu votre thèse. On va en reparler dans le cadre de cette rigueur. Bernard Maris, bonjour, chroniqueur à France Inter, à Charlie Hebdo, également professeur à Paris 8. Alors, ce n'est pas le tournant de la rigueur, car je ne renoncerai à rien, a dit Jean-Marc Ayrault dans son discours de politique générale. Le Premier ministre a préféré parler de redressement dans la justice. Il veut augmenter les impôts des plus riches, stabiliser le nombre des fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques. Il a précisé les rendez-vous. Premier tour de vis en Conseil des ministres ce mercredi avec la hausse d'impôts pour combler le trou des 6 à 10 milliards d'euros. Conférence sociale lundi prochain pendant laquelle on évoquera l'emploi et l'industrie. Réforme fiscale en septembre et retour à l'équilibre des finances publiques en 2017. Si ce n'est pas un tournant de la rigueur, n'est-ce pas la rigueur distillée dans un calendrier, la rigueur dans la durée? Quelques réactions, on se retrouve tout de suite. Le chemin de redressement budgétaire que nous avions indiqué est celui que nous emprunterons. Je revendique le sérieux et la responsabilité budgétaire. Je veux la réforme fiscale, je veux la justice fiscale, j'appelle à l'effort national, mais je refuse l'austérité. Aujourd'hui, le réveil est douloureux pour les Français. Moi, j'ai vu une majorité socialiste applaudir debout le matraquage fiscal annoncé par le gouvernement. Puisque, très clairement, Jean-Marc Ayrault a annoncé un tour de vis fiscal. Il a annoncé une baisse du pouvoir d'achat, puisque 9 millions de salariés vont avoir leur pouvoir d'achat qui va baisser avec la suppression des heures supplémentaires. Donc, les premières mesures de Jean-Marc Ayrault, c'est moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat. Je crains qu'après ce discours, on ait soit un choc fiscal considérable, soit à l'inverse, un déficit extravagant. Il a enfoncé des portes ouvertes, mais il n'y a aucune traduction concrète sur le financement. Donc je crains le pire. Alors Bernard Maris, sur le style du discours de Jean-Marc Ayrault, c'était un petit peu le retour du Premier ministre, comme a pu dire Libération ce matin. Critique de Bruno Le Maire, député UMP, ancien ministre de l'Agriculture. Un discours fleuve qui a la force d'un ruisseau. Il a le sens de la formule. Hein, vrai, oui. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Rocard, le devoir de grisaille? C'est un petit peu ça, hein, le Premier ministre. C'est-à-dire, c'est pas finalement celui qui va faire flamber les cœurs et flamber les âmes. Mais c'était un petit peu celui qui va, les mains dans le cambouis, essayer de redresser les choses. Moi, ce que j'ai retenu, bon, je ne sais pas si c'est un grand orateur, je ne sais pas, mais j'ai retenu finalement qu'il allait suivre ce qu'il avait dit. C'est pour ça que quand on parle de tournant, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, bon, ça a été promis qu'on aurait un redressement des comptes, eh bien, on va avoir le redressement des comptes. Donc, ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, vous l'avez trouvé finalement dans l'action, quoi, dans l'action vers la rigueur. Et puis, bon, après tout, cohérent avec ce qui avait été décidé par le président de la République. Moi, je ne suis pas très étonné par ce discours. Ça ne m'a pas surpris. Même sur les dépenses ? Non, pas vraiment. Ils avaient annoncé la couleur? Oui, moi je trouve que c'était clair. Là aussi, que finalement, si on veut vraiment, écoutez, si on veut être à 3% en 2013, c'est ça, hein, eh bien, il va falloir cirer la vis. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je crois qu'il va falloir cirer la vis. Oui, alors bien sûr. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a entendu ça, on n'est pas très avancé sur leur projet. C'est-à-dire qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'irresponsabilité, c'est pas 81, c'est pas on va donner à ceux qui nous ont élus et pas compter, c'est pas de la vengeance sociale. Non, il n'y a pas ce qui a pu quand même, franchement, il y a 20 ans, 30 ans, connoter la gauche, c'est faire d'elle des gens bien intentionnés, mais qui, en gros, ne savaient pas trop compter et ne s'occupaient pas de l'addition. Là, il y a eu un vrai tournant de la rigueur en 83. On n'a pas ça. En revanche, ce qu'on n'a pas non plus, et pour être très honnête, on ne l'avait pas précédemment avec Fillon. J'entendais je ne sais plus quel commentaire ce matin qui disait « j'ai l'impression que c'est encore du Fillon ». Ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que dans le fond, on a une prise en compte de la nécessité, une prise de conscience qu'on ne peut pas dépenser sans compter, qu'il y a des limites, qu'on arrive à 90% de dette, qu'on a la pression des marchés, que les marchés ne sont pas seulement mal intentionnés, qu'ils ont raison de nous dire que quand on emprunte beaucoup, évidemment, on ne peut plus rembourser. Mais il n'y a pas l'analyse économique qui consisterait à dire « Ok, on s'est collé dans l'impasse, comment on en sort ?» Eh bien, on n'en sort pas en augmentant les impôts. On en sort en taillant dans la dépense. Et c'est pour ça que je disais encore un effort, Monsieur le Président, pour être révolutionnaire. C'est-à-dire que les socialistes ont fait toute une mue depuis 30 ans
qui est à mettre à leur crédit, évidemment, parce qu'ils partaient, encore une fois, de positions bien intentionnées, mais pas documentées, pas très sérieuses, et puis ils ont été obligés de rentrer de la toile, mais ensuite on a eu la chance d'avoir de la croissance économique, donc tout ça a été effacé. On n'a pas de croissance économique, on n'en aura plus avant un moment, et nos comptes sont très dégradés. Donc il faut aller plus loin dans l'analyse, et moi j'aurais aimé entendre, ce que, pour être très honnête, j'ai pas tellement entendu non plus du temps de Sarkozy et Fillon, c'est-à-dire une analyse sérieuse des conditions dans lesquelles on peut effectivement opérer le redressement, et la bonne manière de faire, c'est de laisser les entreprises accumuler du capital, ce qu'elles ne font plus depuis un certain nombre d'années, pour qu'elles redeviennent compétitives et qu'on ait les moyens de la solidarité. Donc on est toujours au milieu du gué, on n'est plus dans les folies dépensières d'avant, mais on n'est pas encore dans une analyse sérieuse du point de vue économique. Et j'insiste, je ne suis pas partisan en ce disant, puisque je fais le même grief à Fillon-Sarkozy pratiquement. Il y a des nuances, mais pas tant que ça dans le fond. Bernard, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe? Est-ce qu'on peut justement faire rime et rigueur avec justice? Parce que c'est ça l'objectif finalement du gouvernement. Il y a aussi ce que dit Philippe, c'est-à-dire finalement, au fond, c'est de dire, si on taille dans la dépense publique, finalement, on stimule le secteur privé. En gros, c'est ça. Il vaut mieux stimuler le secteur privé. C'est ce que dit la Cour des comptes aussi, mais elle dit moitié-moitié, la Cour des comptes. Moitié augmentation des impôts. Qu'augmenter les impôts, c'est ça que je dis. Mais quand vous augmentez les impôts, ce qui va se passer, les impôts vont augmenter. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, ils vont augmenter. En tout cas, c'est présenté au Conseil des ministres. D'une certaine manière, si ce n'est pas la TVA, puisqu'ils ne veulent pas de TVA sociale, ce sera la CSG. Donc ce sera une ponction générale sur les revenus. Pour l'instant, il ne l'a pas dit qu'ils avaient augmenté la CSG. Pour le moment, ça n'est pas dans les astres. Pour le moment, c'est l'ISF, augmentation également des Moi, je veux bien qu'on fasse l'ISF, je veux bien qu'on fasse les droits de succession, je veux bien qu'on taille dans certaines niches fiscales comme le... Taxe sur les pétroliers également, donc les grandes entreprises. Ça aussi, c'est pas mal, ça. La taxe sur le pétrolier, c'est-à-dire que finalement, on comprend quand même que la TIPP, c'est quelque chose de vachement intéressant. Qu'il faut, je suppose que si le prix du pétrole augmente, on ne va pas s'amuser à le bloquer. Je ne pense pas que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Mais ce que je veux dire, c'est que si on taille... Les impôts, c'est de la contraction de dépenses, d'une certaine manière. Si on vous prélève une partie de votre revenu, vous, Philippe, vous consommez moins, vous épargnez moins. Ça, vous consommez moins, vous épargnez moins. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit de la dépense publique qui soit supprimée? Ça, c'est la thèse de Philippe, parce qu'il considère grosso modo que c'est la dépense qui est un peu inutile ou parasitaire. Alors on est deuxième mondial en niveau des dépenses publiques. La France, après le Danemark, j'ai regardé, plus de 56% du PIB. Alors, mais quelles sont les dépenses auxquelles un socialiste ne peut pas toucher? C'est ça la vraie question. Voilà, c'est la vraie question. Voilà. Alors, donc il y a 3 ministères clés auxquels on ne touche pas. Intérieur, éducation, justice. Et les autres, en revanche, il va falloir y toucher, mais il n'a pas encore dit comment, Jean-Marc Ayrault. Le social, est-ce qu'on peut tailler dans le social? Moi, je ne crois pas que le socialiste puisse vraiment tailler dans le social, ou peut. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, à mon avis. Historiquement, pardon, je crois que je vous ai déjà bassiné avec ces exemples-là un certain nombre de fois, mais en Suède, en Nouvelle-Zélande, pays qui étaient dans la même impasse budgétaire et du coup identitaire que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, des premiers ministres, des ministres de Finances de gauche, Göran Persson en Suède, Roger Douglas en Nouvelle-Zélande, ont taillé dans la dépense. Ça ne doit pas être tabou parce qu'au regard même de ce qui motive, et je trouve ça parfaitement légitime, la vision de gauche, on ne peut pas obtenir des résultats en termes de prospérité, ni même d'ailleurs en termes d'égalité, si on continue à faire augmenter les dépenses publiques. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas en faisant des transferts de financement qu'on va régler notre problème. Vous le disiez à l'instant, Stéphanie, vous le disiez à l'instant, on est les deuxièmes dans le monde, enfin dans l'OCDE, en termes de taux de dépenses publiques rapportés au PIB. Quand on a dit ça, on a tout dit. Il est insensé de penser qu'on peut s'en sortir sans diminuer ça. Et donc il faut tailler dans les dépenses de transfert. C'est douloureux pour tout le monde, y compris pour un socialiste, c'est peut-être même plus pour un socialiste. Sociaux, donc. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut tailler dans les transferts sociaux, il faut tailler dans l'organisation territoriale. Enfin, on va pas revenir sur ce sujet, tout le monde le sait. Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs parlé d'un effort à la fois auprès de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, mais on ne sait pas comment ils vont commencer à le faire. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une annonce forte sur le territoire et sur la territorialisation de la dépense. C'est-à-dire que l'État va dire, moi je reste régalien, plus ou moins, d'accord, les grands ministères, je m'en occupe, mais vous voulez soutenir les entreprises, vous voulez soutenir le social, vous voulez avoir de l'action sociale, eh bien, on va vous donner une petite part d'impôt à prélever, local, et vous vous débrouillerez avec vos électeurs ensuite. Ce qui ne serait pas une mauvaise idée, d'une certaine manière. Mais je veux dire... décentralisation mais il y a quand même des économies à faire en termes de dépenses fiscales. Regardez par exemple ce que coûtent les allègements de charges sociales en France. Ça coûte à peu près 30 milliards. C'est colossal, 30 milliards. C'est à peu près ce qu'on doit trouver. Ça profite à qui? Je suis très heureux que ça profite aux bas salaires. Tant mieux, puisque ça permet d'embaucher des vigiles ou des garçons de café. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une industrie. Je suis désolé. C'est pas en faisant des allègements de charges sociales qui déqualifient le travail
qu'on arrive à construire une économie compétitive. Je suis assez d'accord, mais le problème, c'est que pour avoir une économie compétitive avec des salaires assez élevés, ce qui est le cas de la France, hein, comparativement au monde, on a toujours l'impression d'être trop mal payé, chacun d'entre nous, quel que soit son niveau. Mais la vérité est qu'en France, le travail est très coûteux. C'est d'ailleurs la dernière chose qui coûte cher, hein, le travail. Si vous voulez il y a même un rapport de Terra Nova sur la question. Absolument. Si on veut exorciser ce handicap, il n'y a pas 50 manières. La seule manière de faire, parce qu'il y a des pays qui payent bien et qui s'en sortent. Je parlais tout à l'heure de la Suède, ils ont eu leurs problèmes, ou la Finlande, on connaît les problèmes de Nokia, mais ce sont des pays qui ont développé une industrie et qui ont été performants à l'international. Le Japon, c'est tout à fait spectaculaire, ils payent très bien leurs salariés. Or, ce sont des grandes puissances exportatrices. Comment ils font? Eh bien, ils fixent beaucoup de capital, c'est-à-dire que le coût d'un salarié posté auprès du capital devient du second ordre si vous avez des machines, si vous avez une organisation très bonne. Et deux, il y a une très bonne organisation du travail. Le secret d'un Toyota, pour prendre l'exemple d'une grande réussite incontestable, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que vous avez des ouvriers bien payés, mais vous avez beaucoup investi. Et comment vous faites pour investir? Vous gagnez beaucoup d'argent. Et donc, la folie, à mon avis, socialiste vestigiale, et c'est pour ça que je dis encore un effort pour être révolutionnaire, c'est la dernière mue à faire, il faut admettre que le profit est nécessaire. Il faut admettre qu'il nous faut des riches et qu'il nous faut des entreprises qui ont un taux de marge décent. Le taux de marge des entreprises françaises n'a cessé de se réduire depuis 20 ans. Donc on fait la TVA sociale à la place? Non, on taxe pas, on taille dans les dépenses. Je reviens au même sujet. Mais ça ne suffira pas, c'est ce que dit la Cour des comptes. Si, ça suffira. On peut faire moitié pour trouver 30 milliards l'année prochaine. Moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'on taxe. Le problème, c'est qu'on ne fait que taxer. On n'adresse pas, comme disaient les anglo-saxons, le vrai sujet qui est celui du taux très élevé de dépenses publiques. C'est vous-même qui l'avez dit, Stéphanie. Bon, il y a un problème de financement des entreprises. Les entreprises françaises ne peuvent pas se financer parce qu'elles ont des marges réduites. Je suis d'accord. Donc l'autofinancement a considérablement diminué. Il y a un problème de rapport avec les très grosses entreprises qui étouffent en général, qui captent une grande part d'ailleurs des subventions et de la richesse, et qui, lorsqu'elles voient une petite pépite qui croît, se contentent de l'absorber et mettent de côté les brevets. Hein. En général, ce qui se passe. Ou écrasent les sous-traitants. Donc il y a vraiment... il y a de l'argent en France qui circule, mais vous n'avez pas de l'argent qui circule vers les entreprises qui devraient avoir cet argent. Il y a une dernière chose qu'a dit Philippe qui est très intéressant. C'est que par exemple Renault tourne à 60%. Toyota de ses capacités. Toyota 80%. Volkswagen 85%. Donc là, le coût du travail, c'est fini. Il n'y a plus de problème du coût du travail. Moi, je veux bien qu'on réduise une partie des cotisations sociales. Mais le meilleur moyen de réduire le coût du travail par rapport au capital, bien sûr, c'est de robotiser et de faire en sorte que le capital s'accumule et que le coût du travail devienne marginal. Là, on est entièrement d'accord. Mais, et je termine là-dessus, si vous voulez construire une main-d'œuvre qualifiée qui corresponde à ce capital, ça se construit par de la dépense publique. Il faut les éduquer, les gens. Il faut les éduquer. Bon, vous ne pouvez pas, ça ne savent pas sortir que les gens qui... Donc il y a la bonne dépense, la mauvaise dépense. Non, mais voilà. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Il y a de la bonne dépense publique, évidemment. Il y a de la bonne dépense publique. Mais on en a trop, donc sa qualité décroît. Et CSG, c'est en fait ce qu'a préconisé le rapport de la Cour des comptes. Bernard, pour l'instant... Le gouvernement ne veut pas revenir sur la baisse de la TVA en France. En même temps, vous parlez des entreprises, donc il faut transférer une partie des charges. Il faut fiscaliser les cotisations sociales, c'est tout. Donc ça veut dire augmenter la CSG et ça veut dire mettre en place finalement une TVA sociale pour éviter que les entreprises payent le prix fort. Et pour changer le système français, qui est un système paritaire, qui fonctionne très très mal, qui est un système vraiment qui fait qu'il n'y a pas de vrai... je le dis. Donc vous, de gauche, vous seriez pour une augmentation de la TVA? Mais j'ai toujours dit, moi j'ai toujours été pour la TVA sociale. D'abord parce que je ne vois pas au nom de quelle morale quelqu'un qui est pas riche, qui achète un téléviseur, doit moins payer que quelqu'un qui est riche, qui achète le même téléviseur. On ne taxe pas les produits de première nécessité, en revanche les autres, oui. Bon. Donc, de ce côté... Moi, encore une fois, je suis plutôt favorable à un basculement d'un certain nombre de charges qui pèsent sur le travail vers un financement fiscal, mais j'insiste, c'est du second ordre. Ce qui est essentiel, c'est de réduire la dépense. On peut la financer mieux, la dépense, mais l'idéal, ce serait de dépenser moins. On ne s'en sortira pas si on ne taille pas d'abord dans la dépense. Quant à l'impôt, moi, je vois partout écrit... Philippe, votre première mesure, ça serait quoi? Parce que Jean-Marc Ayrault a dit on baisse de 7% la dépense. L'année dernière, il nous reste 30 secondes. Il faut mettre plus de choses sur conditions de ressources. Il faut tailler dans un certain nombre de dépenses de transfert. Je connais personnellement des gens qui ne sont pas du tout à plaindre et qui sont officiellement au chômage. Je trouve ça profondément choquant. Il y a des tas de choses à faire. La fraude, là, mais c'est pas seulement lutter contre la fraude, c'est diminuer des tas de prestations dont le rendement, même social, est discutable. Tout remettre à plat. On ne peut pas arriver à 56% de dépenses publiques et avoir une efficacité satisfaisante de la dépense publique. Donc passons ça en revue. Sarkozy avait souhaité le faire, mais il n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Les Canadiens l'ont fait, beaucoup de gens l'ont fait. C'est ça qu'il faut faire. Monsieur le Président, soyez plus pragmatique. C'est ce que vous dites dans votre chronique. Merci Bernard, merci Philippe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.